On ne s'est pas régalé cet après-midi entre la France et l'Italie, 13 partout, match nul concédé par les Bleus à Lille dans cette troisième journée du tournoi des destinations. Un match nul qui s'apparente à une défaite pour l'équipe de France face aux Italiens de Paolo Garbisi qu'on écoutera dans un instant. On va débriefer évidemment ce match-là avec plusieurs axes. Les Bleus ont-ils amorcé un nouveau... on aura beaucoup de choses à dire. Oui, je suis pas sûr d'avoir pris le bon conducteur. Non. Si, j'ai pris le bon conducteur. On a beaucoup de choses à dire en tout cas et t'es sur le bon match. Donc c'est déjà un bon début. Exactement. Les Bleus ont-ils amorcé un nouveau virage dans leur deuxième chapitre sous Fabien Galtier? La réponse est non, probablement. Mais faut-il tirer la sonnette d'alarme? Ça, c'est la question qu'on vous posera dans un instant sur Sud Radio. Quel changement dans la compo pour aller au Pays de Galles désormais? Il y aura des changements certains. Jalibert, blessé au genou gauche, qui est sorti du stade en béquille. On pense notamment aussi à Jonathan Danty, qui est écopé d'un carton rouge, qui sera suspendu pour le match face au Pays de Galles. Et puis, on ira vers le top 14. Quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 16e journée? On en discutera avant d'aller sur le match ce soir entre Clermont et Toulouse avec Julien Vert et Julien Thomas. Toulouse qui surfe sur les doublons. Clermont par contre de son côté a rendez-vous avec son objectif de top 6. C'est un match très important pour la course aux phases finales ce soir sur Sud Radio, la radio du rugby ensemble depuis 15h et on est là jusqu'à 23h. Bah tiens, petit coucou tout de suite à Marcel Michelin. Salut Julien Vert. Bonsoir à toutes et à tous. Et je salue aussi Julien Thomas. Comment ça va Julien? Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien, sauf ce petit match de l'équipe de France quand même qui nous laisse un goût très amer. Ouais, on en parlera dans un instant. Mais d'abord parlons du top 14 avec Julien Vert. Julien, Clermont a eu très peur ces dernières heures avec l'incendie d'une partie de son centre sportif juste à côté du stade. Est-ce que quand même les supporters attaquent ce match ce soir avec on va dire de la sérénité avec ces derniers événements? Qu'est-ce que s'est-il passé à Clermont? Oui, alors effectivement, il y a eu un incendie la nuit passée sur le centre d'entraînement c'est notamment le rez-de-chaussée qui a été lourdement impacté. Alors on va en tout cas rassurer déjà tout le monde, il y a que des dégâts matériels. Mais effectivement, c'est un petit symbole quand même. C'est un petit symbole, c'est un gros symbole même le centre d'entraînement qui est juste à côté du stade. Alors j'arrive de l'autre côté, je pensais le voir, je n'ai pas aperçu les dégâts entre guillemets en arrivant au stade, mais effectivement c'est un symbole quand même ici qui a été touché et on verra en tout cas par la suite si ça a des conséquences. On posera la question tout à l'heure en point presse si ça a des conséquences au quotidien pour cette équipe. Pour le match de ce soir, non. Très vite le club a indiqué que ça ne changeait rien pour ce soir et c'est vrai que là on va plutôt maintenant se tourner vers cette affiche qui sent bon du côté du Michelin. Alors c'est étonnant, cette saison c'est pendant un doublon. On avait pris l'habitude depuis deux ans d'avoir ce match le 1er janvier, donc ça restait toujours un match un petit peu particulier parce que les Toulousains venaient passer le réveillon à Clermont sur les 2 dernières années. Alors là c'est un petit peu plus tardivement dans la saison, c'est sur un week-end de doublon et forcément ça nous colorera tout de même la partie, le fait que ce soit un doublon avec un Toulouse forcément diminué, mais j'ai envie de dire que s'il y a bien une équipe qui gère plutôt bien ces périodes de doublons et qui a l'habitude de les jouer, c'est quand même le Stade Toulousain. Ouais, c'est le Stade Toulousain qui est en bonne forme quand on regarde un petit peu les autres résultats de cette 16e journée. Oui. Un dernier petit mot sur cette équipe de Clermont, parce que Clermont est à 35 points, 35 unités donc pour l'ASM Clermont-Auvergne. 8e. C'est 8e et il y a l'opportunité d'aller chercher le top 6. On sait que c'est l'objectif clair du club auvergnat. Il faut s'imposer aujourd'hui, si possible avec le bonus, pour recoller au Racing. Mais en tout cas, une défaite aujourd'hui serait vraiment préjudiciable pour le club auvergnat pour ses objectifs de top 6, Julien Vert. Oui, effectivement, on va dire il y a eu plusieurs fois des petits tournants comme ça dans la saison de Clermont. Je pense qu'ils peuvent vraiment encore plus regretter leur déplacement à Bayonne parce que forcément quand on voit il manque un petit coup de collier pour recoller à ces équipes qui jouent le top 6 et on va dire que quasiment Clermont peut être
pour l'instant la seule équipe qui, peut-être avec La Rochelle, qui est dans le ventre mou du championnat. Et pour ne pas rester dans le ventre mou, pour rester dans cet objectif de top 6, il faut continuer de gagner. Il faut surtout assurer à domicile. Donc il y a déjà eu 2 faux pas à domicile, certes récupérés par 2 victoires à l'extérieur, mais les Clermontois, ils ont besoin d'enchaîner des succès pour pouvoir aller titiller cet objectif de top 6. Surtout que je parlais de ventre mou, mais en fait il n'y a quasiment pas de ventre mou. Il y a des équipes qui jouent le top 6 et puis derrière les équipes qui, si elles perdent 1 ou 2 matchs, se retrouvent vite à se dire mince, est-ce que la place de barragiste n'est pas si lointaine derrière. Donc il faut engranger des points pour effectivement au moins continuer de regarder vers le haut. Et cette soirée qui se terminera bien, on en est sûr que ça va être un super match du côté de Clermont. Ça réchauffera les cœurs. Merci beaucoup Julien Vert. On te retrouve tout à l'heure pour continuer de parler de ce match entre Clermont et Toulouse. Attaquons un peu avec l'équipe de France, Julien Thomas. Et on accueille tout de suite un auditeur immédiatement qui a composé le 0826 300 300, un auditeur palois. J'ai perdu ton prénom. Jean-Marc, bonsoir à tout le monde. Jean-Marc, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, Jean-Marc, oui. La section paloise. Quentin aussi, il avait perdu le prénom. Bonsoir Jean-Marc, très heureux de t'avoir sur Sud Radio. Merci d'avoir appelé le 0826 300 300. Tu voulais parler du match des Bleus tout à l'heure, donc ce match nul 13-13 face à l'Italie. Pour la première fois, l'Italie dans son histoire liée avec le tournoi à destination vient chercher un match nul en France. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme dès à présent et faire de grands changements au sein du 15 de France, où on est encore un petit peu dans l'expectative? Est-ce qu'on peut encore juger un peu plus tard, Jean-Marc? Quel est ton avis? Moi j'ai écouté l'émission tout à l'heure et je partageais globalement l'analyse des différents intervenants, mais je pense que le malaise il remonte bien plus loin, bien avant le quart de finale. Je crois qu'on a eu tendance à oublier qu'on a eu du mal à se qualifier dans la phase de poule. Il y a eu des matchs qui ont été ratés. L'équipe bis qu'on avait alignée, je me souviens plus quel était le match exactement. L'Uruguay. Ils n'avaient pas fait le job, quoi. Et donc je pense que l'équipe elle a vécu sur un nuage de gagner la Coupe du Monde, d'être les meilleurs. Et puis bon, elle a déchanté. Et puis bon, maintenant il nous manque des joueurs clés comme Dupont, comme Ntamak, comme les joueurs de seconde ligne comme Flamand. Et puis voilà, on le paye. Et derrière, ceux qui étaient susceptibles dans les remplaçants au moment de la Coupe du Monde de prendre le relais, mais ils sont plus là. Et là, qui sont plus là. Et on est obligé de faire appel à des joueurs. Si je te rejoins, Jean-Marc. Si je te rejoins, toi, tu sentais que ça allait pas depuis plusieurs mois. Peut-être que le 15 de France aussi, le staff avait noté ces baisses de régime. Je pense quand même qu'ils sont compétents, à n'en pas douter. Et ils ont forcément noté, comme toi, ces difficultés-là, mais ils n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. Il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de grands changements. D'ailleurs, on a quasiment aligné la même équipe entre le début du tournoi de destination et la fin de la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi, on aurait dû tirer la sonnette d'alarme? Et surtout, est-ce que tu le fais maintenant, toi, Jean-Marc? Oui, je tire la sonnette d'alarme, mais je pense que c'est pas tellement un problème de joueurs. C'est d'abord un problème d'état d'esprit. Ils se sont vus gagner la Coupe du Monde et ils se sont vus la gagner même avant d'avoir joué les phases de poule. Et je pense que le malaise, il est là. Et on s'est vu trop beau. Et on n'a pas travaillé, on n'a pas bossé. Puis aujourd'hui, le match contre l'Irlande aurait dû être le détonateur en disant il faut tout remettre à plat. Et on l'a pas fait. Julien Thomas. Oui, non, je rejoins Jean-Marc, très bon supporter de la section paloise d'ailleurs, mais mais c'est surtout quand même une équipe de France. Moi, je pense honnêtement qui dans la profondeur, comme disait Jean-Marc, pour la Coupe du Monde et l'avant Coupe du Monde, qui est monté en puissance, en émulation comme voulait Fabien Galtier, avec un 15 de titulaires. Et finalement, de trop mettre et devoir mettre des catégories et dans des cases tes remplaçants, tes titulaires, les premiums, etc. T'as tout figé. Ils ne sont pas là. T'as tout figé. Ils ne sont pas là, t'as tout figé. Et quand il y a du changement dans ces cases, je pense que du coup, les mecs ne sont pas à l'aise ou ne sont pas dans le registre dont ils ont été missionnés. Et il n'y a plus de dépassement de fonction. Tu vois? Et plus, exactement. Et le fait d'avoir ce management-là, peut-être, est en train de le payer Fabien Galtier à l'heure actuelle, dans l'après-Coupe du Monde. Ouais, exactement. Non, mais je te rejoins. Concernant l'équipe de France, on tire la sonnette d'alarme. Pour toi, Jean-Marc, c'est pas nécessairement les joueurs. Donc, est-ce que le staff doit changer
des choses ou est-ce que le staff doit être déjà un peu modifié parce qu'on sait que voilà, il y a eu beaucoup de changements au sein du staff aussi, hein, beaucoup de partants. Hein. Il y a quand même Karim Ghezal qui est parti, Laurent Labitte qui est parti, Thibaut Giroud qui est parti, Raphaël Ibanez qui a quitté ses fonctions. Enfin, je veux dire. Ils n'ont pas été mis à la porte, ils sont partis pour diverses raisons. On le saura forcément plus précisément un jour, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a un staff qui a du mal à travailler parce que on voit pas une équipe qui progresse. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas vu une équipe qui progresse. Ah non, moi je pense que c'est une équipe qui régresse, il faut le dire clairement là. On a eu beaucoup de chances de faire match nul cet après-midi là. Et l'Italie méritait largement la victoire, quoi. Je crois que ils ont balayé la ligne dans les 5 mètres, ils ont raté les dernières passes, enfin bon, ils n'étaient pas en confiance. Et la question c'est pourquoi ils sont pas en confiance. C'est là où il faut revenir. Je pense que c'est pas qu'un problème de stats d'homme, c'est un problème d'état d'esprit, de les mettre dans des dispositions de jouer. Si je compare avec l'équipe que je supporte, j'ai envie de dire on voit exactement l'inverse. La section. Ah oui, même s'il y a eu quelques matchs qui ont été ratés, mais le début de saison, il montre que il y a un collectif de joueurs qui n'est pas des joueurs peut-être de super grand niveau, mis à part il y a Emilien qui pointe, qui est même à Tissogbe, et il y a un coach qui les met dans la capacité de jouer. Hier, on avait un joueur de 19 ans qui a tenu la barque. Ouais, qui a été très bien effectivement. Tiens, pas mal aussi, hein. Je pense à toi. Je pense à toi, Jean-Marc. La semaine prochaine, Pau va du côté du Stade Français Paris. Donc bon, j'imagine que tu vas pas faire le déplacement à Paris. C'est pas évident de faire le déplacement à Paris. Par contre, qu'est-ce que tu as prévu samedi prochain à 15h? Samedi prochain à 15h, pour l'instant rien. De peut-être regarder le match à la télé si c'est visé. Je suis pas souvenir des horaires encore. À 15h samedi prochain, il y a Toulouse-Castres. Est-ce que tu es chaud pour aller à Ernest-Vallon pour aller voir le match ou pas, Jean-Marc? Parce qu'on pourrait t'offrir 2 places. Alors je vais être clair, je suis un fan du Stade Toulousain quand Pau n'est plus en course. Ça c'est clair. C'est mon équipe fétiche après Pau. Ah oui, donc je serai fan pour aller voir Toulouse, oui, ça c'est sûr. Ah tu sais quoi, Jean-Marc, on va t'offrir 2 places. Hein. Cadeau. C'est comme ça, c'est cadeau. Hein. Allez, hop. C'est super 2 places pour toi. C'est super sympa. Allez, c'est cadeau, Jean-Marc. Non, mais c'est toi. On te remercie. Merci d'écouter Sud Radio, Jean-Marc. Ça fait plaisir d'avoir des auditeurs comme toi. Bravo, Jean-Marc. L'émission est super. Merci, bonsoir. Non, et on t'écoute, Jean-Marc. Oui, je disais, j'ai beaucoup apprécié l'analyse qui a été faite sur l'émission jusqu'à 19h, là, qui était vraiment très, très pertinente, avec beaucoup de sympathie et d'empathie pour les joueurs, de pas les enfoncer. Et je pense que ils ont fait, en écoutant Antonio, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Je pense qu'ils sont pas dans les dispositions mentales de gagner, c'est tout. Ça ira mieux dans quelques mois. Bon, ce tournoi, il va être perdu, et puis on passera à autre chose. Merci beaucoup, Jean-Marc. Reste bien au téléphone. On va prendre toutes tes coordonnées pour t'envoyer les places le plus rapidement possible pour que tu puisses assister à Toulouse-Castres samedi prochain à 15h, offert par la radio du rugby Sud Radio. On accueille William Debrief. Salut, William. Oui, bonsoir à tous. Alors avec toi, William, auditeur de la Corrèze, on va essayer de sauver les joueurs. Alors, je vais m'expliquer. On va faire une petite séquence bien précise. On va essayer de choisir l'avant du match. Ah, Quentin, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai été rebasculé, c'est bon. Ah, c'est bon. On va choisir l'avant du match côté équipe de France. On va choisir le 3/4 du match et puis le secteur décisif de la rencontre, qui soit positif ou négatif. Mais essayons de voir du positif aujourd'hui. Alors, je sais, c'est pas évident, hein. Mais tiens, on va choisir l'avant du match, l'avant de l'équipe de France qui est sorti du lot, qui a fait son match. Ton avis, Julien Thomas? Pour moi, ça serait François Cros. Ouais, qui a tenu son rôle pour remplacer Aldrit et qui a été plutôt entreprenant, très vaillant et dans le déplacement, du jeu sans ballon, et puis surtout je pense qu'il a pris le rôle à cœur de ce numéro 8, mais en tout cas pour moi c'est Cros. François Cros pour toi William, auditeur Sud Radio, est-ce que tu as un avant à noter? Oui, je mettrais Pozzolo Tulagi par sa capacité ou Pozzolo Tulagi, oui. un petit peu hors schéma, à pas se poser de questions, à voilà, simplement se dire quand j'ai le ballon j'avance, quand je suis dans un rug je combats et quand j'ai à défendre je mets tout ce que j'ai sur chaque action. Donc dans ce côté vraiment je suis là pour jouer au rugby et gagner un match de rugby, j'ai trouvé hyper intéressant.
Qu'est-ce qu'on pense du match de Pozzolo Tulagi, Julien? Trop court. Et c'est trop court. Mais non, c'est quand même. Alors après, c'est le registre. Est-ce qu'il est dans mieux avec le manque d'expérience quand il est l'impact player, quand il rentre et que peut-être la fraîcheur amène son tonnage, sa puissance face à une équipe un peu plus décimée parce que on est à la 60e minute, ou d'entrée de match. Alors il a été plutôt performant là. Maintenant, c'est dans le registre d'un numéro 5 qui est côté droit de la mêlée, qui faut du tournage aussi. Mais porteur de balles précieux quand même. Je veux dire, mais en précieux, première il franchit, tu vois, il apporte quand même du bon. Hein. Il a été le tracteur, mais il apporte peut-être plus de puissance. Il fait mal plus aux adversaires en rentrant plus frais dans le match. Maintenant, son expérience, il va le prendre petit à petit. Il méritait sa titularisation, ça je ne conteste pas cela. Pour moi, le seul bémol, ça a été justement de le sortir avec Antonio, alors que c'est des porteurs de ballon solides de notre équipe de France. Et du coup, quand on doit prendre la décision là, Julien Thomas, William, il faut choisir un gars. Hein. On fait l'avant du match. Est-ce que c'est François Cros ou est-ce que c'est Pozzolo Tulagi? On se met d'accord sur qui, Julien? Ben, c'est vrai que le jeune, quand même, il a été performant. Il a été performant parce qu'il s'est mis au diapason sa titularisation et il fallait quand même, en plus dans un match compliqué avec ces Italiens, il a su répondre présent. Ce qui est difficile quand tu as un paquet d'avant qui était plutôt dominateur, mais qui n'était pas avec un manque de leader. L'avant du match est donc Pozzolo Tulagi côté équipe de France. Là, ça va être encore plus dur. Choisir le 3/4 du match. Le 3/4 du match côté bleu. On essaie de sauver les joueurs là sur Sud Radio parce que on veut pas trop les incriminer non plus. Le 3/4 du match qui est sorti du lot côté bleu ou en tout cas qui a pas coulé avec les autres. Julien Thomas, quel est le tien? Compliqué sur les 3/4. Autant sur les avants, il y en avait quelques-uns, mais là. Au vu de ce match, peut-être Mathis Lebel, qui ne fait pas un match exceptionnel, mais le fait que aux dernières minutes il remplace quand même notre ami Bielbarré et que c'est vrai qu'il n'avait pas dans les pattes cette connexion avec les autres joueurs, qu'il fallait quand même assurer à ce niveau international ce statut. Et puis il a été remanié avec la sortie de Jalibert à droite à gauche dans l'attaque des 3/4. Donc il a fait son match plus ou moins, c'est un des par rapport à cette titularisation de dernière minute, il a plutôt assuré, j'ai envie de dire. Mathis Lebel donc pour toi, William. Là je rejoins pleinement Julien là, sur l'analyse. Mathis Lebel, arrivé de dernière minute, ce qui n'est pas forcément très grave puisque les préparations sont précises, j'imagine, même pour les joueurs qui n'étaient pas prévus dans le groupe, mais il amène cette fraîcheur où tu vois un joueur qui est vraiment ballon, qui a qu'une envie, c'est de jouer au rugby dans une équipe qui ne propose pas grand chose. Tu sais que Mathis, dans un très bon jour, il est capable de faire des grandes choses. Et dans un genre moyen, où c'est compliqué autour, il se trouve pas vraiment quand même. C'est-à-dire qu'il te coûte pas de points. Sur les ballons hauts, c'est un joueur qui est de plus en plus fiable aussi. Même si physiquement, il fait pas 2 mètres. Donc c'est quelqu'un, moi, j'espère, qui va rester dans ce groupe, parce qu'en confiance, il fait des choses incroyables au Stade Toulousain. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'il ne soit pas capable de le faire face à l'équipe d'Italie ou l'équipe du Pays de Galles. Donc le choix se porte sur Mathis Lebel, on est tous d'accord. Là je vais vers Antoine Mazère. Une stat, un secteur, quelque chose pour illustrer quelque chose qui n'a pas été côté équipe de France de déterminant. On peut penser au ballon perdu, peut-être. C'était celle-ci. Ah bah c'est celle-ci. Ouais, c'était celle-ci. Elle m'a frappé quand on en a parlé tout à l'heure, Alexandre, juste après le match. On les a regardés, on les a analysés, ces statistiques. Il y en a quand même des pénalités, 12 pénalités concédées déjà, c'est énorme je trouve pour l'équipe de France à ce niveau-là. Mais le nombre de ballons perdus, 19 ballons perdus par le 15 de France cet après-midi face à l'Italie, c'est beaucoup trop si tu veux maîtriser un match et dominer une équipe au niveau international. 19 ballons perdus, comment on l'explique ça, Julien? Je te vois dépité en entendant la stat. Oui, mais ça montre un peu le match qu'ont produit ces Français quand même. Quand on regarde le nombre de minutes passées dans les 22 mètres italiens, cette conservation, ça, en mettant qu'un essai, 33 défenseurs battus, il me semble, ce manque de réalisme quand même sur les zones de marque, alors qu'ils pouvaient, parce que j'avais entendu les Italiens méritent peut-être cette victoire, etc. Mais c'est surtout l'équipe de France qui doit tuer le match.
sur cette première mi-temps. Ils ont l'équipe de France sur les 40 premières minutes en a passé 6 ballons en main, je précise bien ballons en main, dans les 22 mètres de l'Italie. 6 minutes, voilà, si comme ça vous n'êtes pas des spécialistes de rugby et il n'y a aucun souci là-dessus. En gros, si dans une mi-temps t'as 1 minute 30 dans les 22 mètres adverses, c'est déjà bien. 1 minute 30 de pure possession. Là, les Bleus ont eu 6 minutes de pure possession dans les 22 mètres en première période, sans marquer. Parce que, enfin, sans marquer réellement, parce que, soyons clairs, l'essai d'Olivon, il est particulier cet essai. Je vois pas comment il peut être accepté, parce qu'il faut pas non plus se leurrer. Cet essai, il n'existe probablement pas, Julien. Comment t'expliques cette inefficacité? L'inefficacité vient de la précipitation, le manque de confiance. Ils sont à la recherche de vite marquer, les Français, sauf que tu déjoues du fait de pas avoir cette patience et cette maîtrise d'un match à trouver la solution avec X temps de jeu, parce que le haut niveau quand même, il faut multiplier les temps de jeu parce qu'en face ça court, ça se replace défensivement, c'est ordonné, ça quand même rarement loupé des plaquages quand tu rencontres les nations de ce registre du tournoi, mais les Français veulent vite marquer. Ça, c'est le manque de confiance quand tu veux vite marquer, au lieu d'essayer d'avoir cette patience et la maîtrise. Passionné par la ligne, a dit tout à l'heure Daniel Herrero. Passionné dans le sens omnibulé par la ligne dans le but. Oui. Exactement, ça rejoint exactement ce que je dis, Alexandre, c'est qu'on veut marquer, on veut vite reprendre le score, on veut vite tuer le match, sauf que c'est au lieu de garder la profondeur, parce que honnêtement, les actions de 6 minutes dans les 22 mètres, et notamment on en discutait parallèlement, c'est la profondeur des 3/4 sur 2 passes, tu marquais extérieur. Sauf qu'on vient attaquer la ligne, on vient à plat, et finalement c'est les défenses italiennes qui défendaient la maison. C'est qu'on se sent plus fort que l'on est. Trop fort, on se sent trop fort par rapport à ce que l'on est. La petite pas de plus, elle n'y est pas, et ça faisait l'essai aussi, non. Et tu sais, je suis pas spécialiste, je suis pas un immense joueur de rugby comme toi tu l'as été, Jus, mais quand tu attaques à plat comme ça, généralement, c'est que tu manques de canne aussi. Hein. C'est que tu manques de canne, c'est que tu sais qu'en vitesse, tu vas pas les battre. Donc du coup, tu mises sur ta puissance. Et quand t'as une paire de centres d'Antificou, tu mises sur ta puissance. Comment t'expliques, toi, avant de retrouver Fabrice d'Oloron-Sainte-Marie, comment t'expliques, toi, William, qu'on ait 6 minutes de possession en première période et en marquant un essai qui n'existe probablement pas d'ailleurs au passage? Pour moi, c'est la statistique la plus inquiétante, surtout face à une équipe d'Italie. On a quand même l'impression que quand c'était chaud dans les moments importants, il y avait des blancs qui avaient envie de se jeter, des maillots blancs qui avaient envie de se jeter sur tout ce qui bouge, et que nous, on n'avait pas forcément envie on s'est pas vraiment fait mal aux épaules au moment de finir les coups. Donc sur ce côté intensité, sur les angles combattus, etc., cher à notre entraîneur. Non, on s'est pas jeté. On écarte des ballons alors que on est très en profondeur, très arrêté. Donc on perd des mètres importants. Et la question se pose sur cette patience, c'est que tu as levé un sujet sur le staff. Alors bien sûr, dans un staff, il y a un sélectionneur qui est en lumière quand tout fonctionne. Mais on avait Laurent Labitte qui était très très performant partout où il passe. Ses équipes marquent beaucoup d'essais. Elles sont très fortes justement dans les moments importants. Et c'est peut-être une perte au niveau du staff aussi. Patrick Aretas est un très bon entraîneur, mais a besoin sûrement de 2 temps. Mais la perte de Laurent Labitte, je la pense importante dans ces moments où, souvenez-vous, pendant 4 ans, souvent c'était la force de l'équipe de France. On arrivait dans les 22 mètres adverses et ça marquait régulièrement. On était quasiment au niveau de l'Irlande dans cette capacité à marquer, à scorer. Et là, on est au niveau d'Italie, à peine. On va écouter Winnie Antonio, ce qu'il en disait à l'issue du match au micro de Rémi Dos Santos, micro Sud Radio de Rémi Dos Santos. On écoute Winnie Antonio qui ne se faisait que très peu d'illusions sur le match de l'équipe de France. Hein. L'Italie, ça reste une très bonne équipe. Oui, les dernières fois qu'on a joué, c'était en Coupe du Monde. Le score était large, mais comme je t'ai dit, les 6 nations, c'est pas pareil. Ils sont arrivés avec beaucoup d'envie. Nous, on a mis une balle dans le pied aussi, à jouer à 14 pendant 40 minutes. Du coup, là, le contexte de match était bien au début. Et malheureusement, on a la chance d'avoir le match nul à la fin. On a la chance d'avoir le match nul à la fin face à l'Italie. Ça fait quand même quelque chose d'entendre ça de la part de Winnie Antonio. Reste avec nous, William. On accueille dans un instant Fabrice d'Oloron-Sainte-Marie. On va essayer de se projeter sur la compo face au Pays de Galles. Quel changement apporter pour le Pays de Galles? Parce que il va y en avoir et on va faire le point. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, on est en train de débriefer le match entre la France et l'Italie, 13 partout, un match nul douloureux. Et on va essayer de se projeter pour la prochaine rencontre du côté de Cardiff la semaine prochaine sur Sud Radio. Il faudra être performant du côté du Pays de Galles avec déjà 2 changements. On va dire quasiment obligatoire, hein, celui de Mathieu Jalibert qui avait l'air d'être touché au genou, ligament latéral interne, il est sorti sur béquille, donc très 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 probable changement au poste de demi d'ouverture du côté de l'équipe de France. Qui pour le remplacer, on va se projeter dans un instant. Et puis il y aura aussi Jonathan Danty, coupable d'un carton rouge, suspendu de facto pour le prochain match du tournoi des 6 nations. On est avec William, auditeur corésien, on est avec Julien Thomas, notre consultant Sud Radio Rugby, puis on a que Fabrice d'Oloron-Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment ça va Fabrice? Je pars me suicider, je reviens dans un quart d'heure. Évite un peu. Évite. Quand même pas. Non, quand même pas Fabrice. Donc du coup, je sens de la douleur dans ta voix. C'est même plus de la douleur. Déjà, je voudrais te remercier par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que personnellement, moi, l'essai d'Olivo, je l'accordais pas non plus, parce que je vois pas comment on peut accorder cet essai. Je suis très surpris. On l'a pris. Ah oui, alors là, franchement, je vois pas où on voit le ballon aplati. Enfin bon, je sais pas. Bon, écoute, on le prend. Ce qui fait qu'on a un bol phénoménal, hein, puis au début et à la fin. Et à la fin, le bol qui a, enfin bon, voilà quoi. On a même le dieu Éole qui nous sauve de la défaite, quoi. C'est quand même assez incroyable. Par contre, moi, je suis affligé parce que on va dire que je tape encore toujours sur le même, mais le début de la déclaration de Galtier, là, il m'avait semblé qu'il avait un peu de retenue, etc. Et puis il l'a conclu en disant je suis fier de mes gars. Putain, il y a que lui qui est fier, quoi. Enfin, moi je suis pas fier. Il y a 3 mois, cette équipe, on leur met 50 ou 60 pions et on fait les fanfarons, quoi. La même équipe, l'Italie, hein. Et là, on est tout fiers parce que on a arraché un match nul avec un bol pas possible à la dernière seconde. La différence que je vois de cette équipe de France depuis un bon mois, c'est que on a bâti. Alors, on parlait des attaquants, mais il y a un autre point qu'on ne soulève pas, c'est que on s'était gagné une solidité, une discipline. On ne commettait aucune faute. Et c'était ça qui faisait que cette équipe de France, elle défendait, elle faisait pas de faute. Elle concédait aucune, très très peu de pénalités. Là, combien de fois on s'est mis à la faute? 12. Tant en attaque qu'en défense. Voilà. Et jusqu'à la fin. 12 fautes, 19 ballons perdus. Hein. C'est terrible. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Tu vois, ce que j'aime beaucoup avec toi, Fabrice, c'est que tu parles vrai. Et là, on parle vrai, on est dans le parlons vrai sur Sud Radio à 100%. Non, mais c'est super. J'ouvre le débat concernant Mathieu Jalibert. Il ne devrait pas être là face au Pays de Galles, a priori. Qui pour remplacer Mathieu Jalibert, William? Alors là, soit on part sur Thomas Ramos, qui connaît extrêmement bien le plan de jeu, le jeu. Enfin, s'il y en a un, en tous les cas, lui, il le connaît. Donc c'est quand même celui qui est régulièrement dans les rassemblements. Et après, il y aurait une solution à trouver à l'arrière. Mais c'est ce qui me paraîtrait moi le plus cohérent avec ce joueur qui est sûrement des plus utilisés sur les 2-3 dernières années. Ramos donc en 10 et amener un autre joueur à l'arrière. Julien Thomas, ton avis? Ben, mon avis, il est le même. Le fait que Fabien Galtier, il est très porté sur cette épine dorsale, le 2, 8, 9, 10, 15. Et c'est des joueurs, en plus, comme Thomas Ramos, qui ont maintenant l'expérience et qui sont quand même des leaders de cette équipe de France et dont on parle qui, peut-être, il en manque. Je ne vois pas comment mettre dans cette charnière de nouveau alors que tu vas jouer un tournoi où t'es en difficulté. Donc je verrai Thomas Ramos en 10. Par contre, ça peut rappeler soit dans la continuité Gibert, mais celui qui pourrait pallier aussi pour l'arrière, il y aurait Antoine Astoy en fonction, parce que déjà avec La Rochelle, il est placé à numéro 15. Ouais, et après il y a Jaminet qui a joué ce week-end, qui a priori aussi. Hein. Tu ramènes de l'expérience avec Dulin. J'ai une question moi par rapport à. Vas-y Clément, t'écoute. Dudul, je pense pas. Parce que si tu bascules Thomas Ramos à l'ouverture, est-ce que dans la logique un petit peu comme il vient de le faire aujourd'hui avec Lebel qui était hors groupe, qui passe directement titulaire, est-ce que finalement il y a un arrière en confiance, très en confiance cette saison à l'Union Bordeaux-Bègles qui s'appelle Romain Buros. Il fait pas beaucoup de rassemblements, il est très souvent hors groupe.
Mais pourquoi est-ce que ce serait plus facile de le mettre lui directement titulaire à Cardiff que Léo Barré pour une première sélection? Écoute, j'ai envie de te répondre tout de suite, Clément. C'est très intéressant parce que Romain Buros, c'est seulement un arrière quasiment. Hein. Donc il peut pas vraiment être placé sur le banc du 15 de France avec un 6-2, 6 avant 2 3 quarts parce que il n'est pas polyvalent. Ce qui est à la différence de Léo Barré qui est ultra polyvalent. Donc Léo Barré, c'est quand même une assurance intéressante sur le banc de l'équipe de France, peut-être face au Pays de Galles. Et ce qui, moi, va aussi dans ta thèse, c'est que Buros, il peut directement se retrouver titulaire à l'arrière parce que il n'a aucune vocation à être sur le banc du 15 de France. Je te vois caisser, Julien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, non, là, je suis totalement d'accord. Si Buros, et que j'y souhaite, l'ayant connu côté section paloise, étant jeune, c'est un joueur que soit tu mets titulaire, soit tu l'as pas dans le groupe. Il n'a pas de registre de remplaçant, vu qu'il te couvre pas totalement de poste, il n'est pas buteur forcément aussi de haut niveau, donc quand tu mets sur le banc et notamment un 6-2 que parfois met Fabien Galtier, c'est soit titulaire ou soit pas dans le groupe pour Buros. Et donc on est terminé définitivement quoi. Apparemment, il vient à peine de revenir de blessure. Oui, mais bon, c'est un des joueurs que le staff connaît. Oui. Je veux dire, c'est à l'arrière, c'était lui le titulaire sur le Grand Chelem. Hein. Non, c'est vrai, tout à fait, Quentin. Je pose la question aussi à Fabrice. Fabrice, est-ce qu'on est d'accord pour mettre Ramos à l'ouverture? Ah ouais, moi je suis assez enchanté. J'ai été devancé, mais c'est très bien. Je suis assez enchanté par l'opportunité du ticket Ramos à Story. Moi, ça c'est l'option Julien Thomas, ça, ancien joueur de la section paloise. Ouais. Ah oui. Et puis à la place de Danty, on essaye enfin Gailleton. Ça serait peut-être pas mal qu'un jour on lui donne sa chance. Gailleton ou Deporter? Pardon? J'ai dit Gailleton ou Deporter du coup? Les deux. Oui, pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Parce que voilà, on attaque tout de suite le deuxième débat. On le sait, que Jonathan Danty ne sera pas là. Est-ce que c'est la voie toute tracée pour Moefana ou pour Deporter, Quentin Cabanis? Je pense que dans les plans, ce sera plutôt Moefana qui connaît le poste, mais Moefana, il a le fait de pouvoir jouer à l'aile aussi. Et que peut-être qu'il va se retrouver à l'aile, on ne sait pas. Et donc, c'est vrai que... Mais bon, je pense que quand même, il va mettre Moefana qui connaît bien. Il a plus d'assurance peut-être avec Yoram Moefana. Julien Thomas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Honnêtement, je sais pas, parce que la possibilité de Moefana justement sur sa polyvalence et Deporter qui est quand même exceptionnel, qui est quand il est titulaire amène cette fraîcheur. Je serais Fabien Galtier, parce que après c'est une philosophie personnelle, mais de tenter ce petit peu comme Nolan de Garec, peut-être à la Bélé, qui amène cette fraîcheur et qui amène un jeu plus aéré et un peu plus de pattes dans notre système de jeu offensif. On voit des joueurs qui se déplacent pas, donc ça c'est des jeunes qui ont envie, qui ont faim d'attaque, et pour moi Deporter et Moefana qui peut combler plusieurs postes. Ouais, c'est vrai que ça peut être cette idée-là. Je pose une nouvelle question, on va dire un petit peu sur la projection. Qu'est-ce qui pourrait sauver le tournoi de l'équipe de France, Fabrice, là? Parce que le tournoi, il a pas très belle allure là au moment où on se parle, mais qu'est-ce qui peut sauver le tournoi des Bleus désormais? Déjà, ce qui peut le sauver, c'est le crunch. C'est pour ça le crunch. Ça c'est toujours certain. Non, ce qu'il faut, c'est si on éclate les Anglais de 35 points, on oublie tout. Mettre une raclée aux Anglais, ça suffira pas tous les ans. Non. Moi, je vais te répondre. En commençant par le match contre les Gallois, face aux Gallois, moi j'ai vu ces Gallois jouer. Pour l'instant, sur l'ensemble du tournoi, ils nous donnent une leçon par rapport au cœur, par rapport à l'envie. C'est une équipe qui techniquement est pas au top, qui physiquement, il lui arrive de souffrir pas mal, mais elle se bat, elle a du cœur. Et puis elle a un Georges North qui est capable de vous marquer d'un éclair de génie à tout moment. Mais globalement, c'est une équipe qui même dans les moments les plus compliqués, baisse pas la tête, a une certaine fierté. Moi, j'aimerais qu'on s'inspire de ça. Rappelez-vous le premier match contre l'Écosse, les Gallois, ils étaient à la rue, quoi. 27-0 à la mi-temps, ils finissent 27-26, et puis voilà, quoi. C'est une équipe alors qui peut être mise en difficulté, il n'y a pas de problème. Le Pays de Galles, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est les gars qui en veulent,
qui se battent, qui ont cette envie, qui ont cette hargne, et que j'aimerais voir un peu plus chez nous, quoi. Voilà, moi je voudrais qu'on s'inspire de ça, qu'on retrouve un petit peu pour sauver le tournoi, il faut du jeu, il faut de l'envie, il faut de la hargne. C'est ça. Il faut du jeu, il faut de la hargne. Il faut plus calculer maintenant. Là, ça sert plus à rien de calculer. Enfin, tu sais, on s'est dit, il faut retrouver un peu de discipline aussi, parce que c'est pas possible ce manque de discipline. C'est pas possible. Et tu sais que Fabrice, on s'est dit ça hier. Hein. On était avec Richard Esco, avec des auditeurs, et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut demain. On a dit avoir le sourire à la fin du match. On veut que les Bleus dictent le tempo et que les Bleus dominent le jeu. Et au final, on fait tous la gueule. Donc tu vois, c'est pas. Il y a ce qu'on veut et puis ce qui se passe. Je pose la même question. Tiens, on reçoit Richard, un troisième auditeur, et on parle rugby. Quel bonheur ce soir sur Sud Radio. Richard, bienvenue. Tu nous appelles d'où ? Oui, bonsoir à tout le monde. Je vous appelle des Sables d'Olonne. Vous m'entendez ? Des Sables d'Olonne, bien sûr. Bah oui. J'ai eu la chance de jouer parfois au rugby, mais pas contre les Sables, mais contre Saint-Hilaire-de-Riez dans cette zone-là. Ah oui. Je suis pas très loin et je suis à mi-distance. Je suis pas loin de La Rochelle, 1h15. D'abord, merci de me donner l'occasion, parce que je suis un auditeur de Sud Radio depuis simplement 2 ans, grâce à André Berkoff, sur d'autres thèmes. Et j'ignorais que le rugby était vraiment... Bon, pour donner une idée, ça fait 50 ans que je suis le rugby, donc vous avez une idée un petit peu de l'âge que je peux avoir. Et je suis... T'es bienvenu, Richard. On t'écoute. Ouais, c'est gentil. Je suis illustré de voir et d'entendre surtout, quoi, parce que c'est en radio... Et grâce à Sud Radio, en fait, il y a ce qui est une radio libre, au moins les gens mettent des mots et mon OTS sur des mots émaïques de rugby français. Et loin de moi d'être négatif, parce que j'adore, comme tout le monde, évidemment, le rugby français, depuis 50 ans. Mais simplement, je suis content d'entendre, depuis maintenant le quart de finale de la Coupe du Monde, des gens, enfin, des experts comme Daniel Hérault, et j'en oublie, et laissez me pardonner, et Philippe Spanghero, qui n'est pas, évidemment, qui n'a pas une carrière à l'égal d'autres, et François Tréoussira, mais je pense que la majorité des médias français n'ont pas un service à l'équipe de France, au rugby français, en ne mettant pas, encore une fois, des mots sur les mots. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que depuis le quart de finale, il y a un problème qui est qui est psychologique. Attends, je vais te répondre tout de suite, Richard. Moi, il y a quelques semaines, quand je disais et on le disait que il y avait un problème dans cette équipe de France, que l'état des lieux post-Coupe du Monde n'avait pas été effectué. On parle vrai sur Sud Radio. Donc moi, j'avais aucun problème à le dire. Je suis pas là pour servir la soupe non plus aux 15 de France. On est là pour soutenir les Bleus, mais pour dire la vérité aussi, notre vérité, notre analyse. Et évidemment, on nous a reproché, moi personnellement, en tout cas, on m'a reproché d'être trop dur avec l'équipe de France, de ne pas soutenir les Bleus. Mais donc ça va un petit peu dans ton sens aussi. C'est vrai que on est aussi un média. Nous sommes un véritable média de rugby. Je veux dire, tu vois, on n'est pas un média de sport qui parle de temps en temps de rugby. Et ça me fait plaisir ce que tu dis, Richard, parce que tu as bien compris que nous sommes un média de rugby. Voilà, avec des gens qui sont passionnés par ce sport. Donc si on voit s'il y a des choses qui nous alertent, parfois c'est qu'on n'est pas tout à fait toujours dans l'erreur. Hein. Non, mais excusez-moi, mes propos, je ne pourrais pas penser que toi, simplement, je parle de gens connus, tu vois, comme Daniel. J'ai fait sauter ton réseau, j'ai l'impression, Richard. Sous un tunnel, Richard. Richard, attends, on arrange la ligne, on te retrouve tout de suite. C'est vrai que, non, mais je rebondis sur ce que dit Richard, et après, il faudra clôturer sur les Bleus, on ira vers le top 14. William et Fabrice sont toujours là. William, c'est vrai que, c'est plus facile pour nous maintenant. Richard est de retour. Est-ce qu'on est sûr? Oui, normalement. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est mieux. Parfait. Bon, ce que je fais s'il faut mettre les mots sur les mots, c'est qu'en fait, moi, depuis le quart de finale de la Coupe du Monde, mais même un petit peu avant ça, c'est pas des bullshit, mais je trouve qu'il n'y avait pas, j'en ai marre depuis 5 ans. Enfin, ça fait 50 ans que je vois le rugby français, mais est-ce que c'est des positions, quel style et stratégie que Fabien Galtier veut suivre? Personne ne comprend. À mon avis, même les joueurs, je pense que certains ont le courage de le dire, mais je comprends parce que j'ai entendu certains sont à des postes où c'est un petit peu contesté, voire un petit peu.
Et je pense qu'il y a une espèce d'omerta. Mais je peux comprendre, je ne leur en veux pas du tout, ni à certains médias, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas être un grand stratagème. Moi, je n'ai jamais joué au grand niveau. J'ai joué au rugby d'un tout petit niveau, et quelques matchs. Mais il ne faut pas se voiler la face. Que le problème, et j'ai pas mal de potes britanniques et irlandais, je fais la distinction quand même, parce que j'ai vécu dans ces pays-là, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent en ce moment, mais vous avez besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, parce qu'on ne reconnaît pas quelle est la stratégie de l'équipe de France, quoi. Et en plus, je termine, je ne sais pas qu'après l'emmène, je suis ravi de plus de reste, mais de jouer pour la première fois. Il y a clairement des joueurs. On est en train de te reperdre, Richard. Je suis désolé, on est en train de te perdre. On a des soucis de réseau avec toi. William, est-ce que là, on prend dans le visage le non-état des lieux qu'on a fait après la Coupe du Monde? J'ai l'impression de poser cette question semaine après semaine, mais... en fait, tu veux que je te dise? Je vais te dire le fond de ma pensée. Je suis surpris qu'il n'y ait pas je dis pas de panique, mais il n'y a pas d'inquiétude, quoi. Enfin, quand tu écoutes Fabien Galtier tout à l'heure, il dit c'est une affaire de détail. On n'était pas loin de passer une très belle soirée. Mais attends. Non, mais oui, c'est extrêmement insinuation passer à côté aussi, parce que tu perds à l'Écosse, c'est la même. Hein. William. C'est extrêmement inquiétant parce que j'ose juste espérer une chose, c'est qu'il ne pense pas ce qu'il dit. J'espère vraiment qu'on est sur la communication et qu'on nous balade. Parce qu'on nous balade, bon, on est habitué depuis 4 ans, on devait être champion du monde et on en est loin. Donc si c'est ça, si c'est simplement une communication, bon, on réfléchit un petit peu, on regarde les matchs et on voit ce qui se passe. Mais le fait de ne pas faire ce bilan post-Coupe du Monde, il est terrible parce que aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des joueurs, qu'au niveau du staff, l'aventure elle n'est pas finie. Il y a une nouvelle qui continue. Est-ce que c'est la même, mais par contre avec un nouveau staff, avec plus ou moins des nouveaux joueurs, avec un système de jeu où on ne sait pas trop où on va. On a vraiment essayé d'occulter, on s'est un petit peu échappé quand même au moment de se dire les vérités, parce quand on parle encore de cette Coupe du Monde, on entend encore des bêtises énormes en disant on nous a volé la Coupe du Monde, on est encore sur l'arbitrage. Ah, oui, ça c'est horripilant. Honnêtement, c'est horripilant. Non mais là, le quart de finale, on le regarde. En deuxième mi-temps, on s'est fait rouler dessus physiquement. Enfin, c'est une équipe qui s'est mieux adaptée que nous. Voilà, le crédit il est là, le constat est là. Mais qu'est-ce qu'on met en place là? Aussi au niveau des joueurs, c'est pas facile parce que bien sûr un joueur professionnel a l'habitude de bulbe un petit peu pour comprendre ce qui se passe, mais oui. Je voulais faire aussi intervenir Fabrice sur ce point-là avant de clôturer avec Julien Thomas sur l'équipe de France. Fabrice, est-ce que là le devoir d'inquiétude, l'état des lieux, il faut le faire maintenant là, durant le tournoi, ou on attend la fin, quitte à perdre des matchs qui vont nous rester en travers de la gorge? Non, mais je veux dire, on a beaucoup trop attendu. Je veux dire, ça fait trop longtemps qu'on se voit trop beau. Moi, je vais enfoncer un peu plus le clou. Je veux dire, depuis l'ouverture de la Coupe du Monde, la victoire contre les All Blacks en ouverture de Coupe du Monde, quel match référence pouvons-nous avoir pour l'équipe de France? Et me parlez pas de la Namibie, de l'Uruguay ou de l'Italie. Non, je veux dire, un vrai match face à une vraie opposition. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et combien de fois on s'est jamais remis en question, on s'est vu super beau parce qu'on a écrasé la Namibie. Oh mon Dieu, putain, on avait peur juste avant la Namibie, on avait peur juste avant l'Italie, on a fait les beaux. On a battu l'Uruguay, c'est formidable. Attendez, c'est des générations mineures. Et quand on tombe face à des tournois, là, on commence à le premier gros match après, et je suis tout à fait d'accord avec William. On a bataillé pendant des lustres, etc. Le sélectionneur, le premier, il s'est jamais remis en question. Il a l'élimination, la défaite en quart de finale, c'est uniquement à cause de l'arbitrage, etc. Tout ça, ok. Là, on l'a pas entendu après l'Écosse. Il n'a pas dit que l'essai qui n'était pas accordé aux Écossais, c'était une honte, etc. Non, il était extraordinaire, c'est bien, il n'a pas perdu 3 matchs d'affilée. Mais il a dit match parfait. Oui, voilà, match parfait, voilà. Et là, il est fier. Aujourd'hui, il est fier, quoi. Donc, il est fier après un match nul arraché avec un essai litigieux et une dernière pénalité sur le poteau face à l'Italie, quoi. Donc, mais depuis, si on analyse bien, parce que ça, personne ne l'a fait, ce travail. J'ai l'impression que tu estimes que le staff marche sur la tête, là. Oui, mais Fabrice. Mais combien de matchs vraiment accomplis face à des valeurs sûres du rugby depuis la victoire contre les Blacks en ouverture? On s'est arrêté là.
On s'est arrêté là. Depuis, il n'y en a pas eu. Moi, je suis désolé, quoi. On peut gratter. Il n'y en a pas eu. Et quand on tombe sur un adversaire un peu plus costaud, eh bien, bing. Voilà, quoi. On se fait rétamer. Donc, moi, je pense qu'on s'est vu trop beau. Déjà, 2 ans ou 3 ans à la Coupe du Monde, on devait être champion du monde. C'était parfait. Là, eh ben, c'est l'année paire, etc. On a abordé ce tournoi. Ouais, bon, on va tout casser, etc. Voilà. Ben, à l'arrivée, c'est nettement insuffisant. Et moi, je vois personne qui se remet en question. Moi, tout à l'heure, j'ai halluciné, quoi. Je te jure, j'ai halluciné, quoi. Le type, je suis fier, quoi. Ah ben, écoute, bravo. Ben, moi, je suis pas fier. Hein. Je suis pas fier d'être français là aujourd'hui, mais pas du tout, quoi. Pas du tout, quoi. Et ça m'a rappelé dans un autre domaine. J'avais vécu ça il y a quelques années quand l'artiste Domenech, après l'élimination de l'équipe de France, il avait dit j'ai un sentiment de fierté. mais là, pareil, quoi. Je crois que c'était contre les Italiens aussi. On aime bien finalement se faire châtier par les Italiens, et on est fier de se faire châtier par les Italiens. Ben, pas moi, quoi. Voilà. Donc, moi, je n'admets pas. Toi, les boules. J'ai bien compris. Mais c'est une faute professionnelle de dire je suis fier de mes hommes, quoi. Je suis fier de mes hommes. En seconde mi-temps, on met 3 points. On met 3 points et de la 44e jusqu'à la 82e, on met rien. Ben, il est fier. Bon, écoutez, continuons à être fiers, hein. Il n'y a pas de problème. Continuons à être fiers si on veut continuer comme ça. N'empêche que depuis l'ouverture contre les Blacks, on n'a rien fait tout ce qu'on a fait, c'est normal, quoi. Contre la Namibie, l'Italie, l'Uruguay, quoi. On n'en parle pas de ça, quoi. Voilà. On est arrivé là jusqu'en quart de finale avec une poule hyper aisée. Mais avec une telle mentalité, on aurait été dans la poule de l'Irlande. Et je suis pas sûr qu'on en sortait avec un rugby comme on a actuellement. On en sortait. Merci pas, Fabrice d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à toi aussi, William de Corrèze. Et finalement la plus belle, merci à Richard aussi. Et puis la plus belle chose de ce tournoi à destination, c'est la confirmation du positionnement de Sud Radio Rugby auprès de vous, amoureux de ce sport, vous auditeurs, et notre relation qui se tisse, qui est vraiment précieuse et pour nous en tout cas, qui travaillons, qui parlons dans ce micro Sud Radio, c'est un immense plaisir de vous avoir sur notre antenne. Évidemment, le débat autour de l'équipe de France continuera demain sur Sud Radio entre 20h et 21h dans Au cœur de la mêlée. Voilà. Soufflons. Julien, passons vers le top 14. Le top 14, la 16e journée. On tourne la page. 15 de France, on bascule vers le top 14 avec les résultats. Je vais les rappeler, les résultats de cette 16e journée avec toi, Quentin. Tiens, je te sens pareil, bouillant. J'étais prêt, je les avais dans la main. Écoute, c'est parti. Montpellier-Bayonne, c'était le premier match de cette 16e journée. Et les Montpelliérains se sont imposés 28-23 avant dans le multiplex. Le succès de la section paloise face à Toulon 17-9. La victoire de l'USAP face à La Rochelle 27-15. Castres qui a battu l'UBB 41-12. Le succès du Loup face à Oyonnax 43-26 et le Racing 92 qui s'est incliné à domicile face au Stade Français 27-11. Voilà donc pour les résultats de cette 16e journée. Quel est le score le plus marquant de cette 16e journée, Julien Thomas? Pour moi, c'était le derby. Le derby Stade Français quand même face au Racing. On va écouter dans un instant l'essai de Dakou Waka commenté par Rémi Dos Santos parce que c'est un petit bonbon. Ah oui, non, mais c'est quand même ayant connu pour avoir joué avec le Stade Français, c'est quand même pour cette équipe du Stade Français, pour le club, pour les jeunes qui montent et qui sont professionnels dans ce club de la Pépinière, c'est quand même quelque chose d'important pour eux, ce derby. Et c'est vrai que souvent c'est les Franciliens qui viennent à Jambouin gagner et l'inverse se produit dans la saison d'aller gagner là à l'Arena. Mais c'est quand même cette équipe du Stade Français qui prend la première place du coup. Donc pour moi c'est ce score 27-11 à l'extérieur pour le Stade Français. Ouais, et revivez l'essai exceptionnel de Peñassi Dakou Waka, exceptionnel, je sais même pas si c'est le mot, un essai de l'année, l'essai de l'année, Dakou Waka, le fiston de Christophe Moni, patron du recrutement du Stade Français Paris, qui était tombé amoureux des qualités physiques de ce joueur. On écoute Rémi Dos Santos au commentaire pour Sud Radio hier à la Paris La Défense Arena. Par contre, Dakou Waka qui passe par la rocade et par le périph' pour remonter ce ballon, pour faire tout le tour et qui se tape un petit coup de pied pour lui-même. C'est magnifique ce que fait Dakou Waka. Il a évité Méliande et il va prendre de vitesse Kamisha pour aller au bout. L'essai de 100 mètres, l'essai de 150 mètres de Peñassi Dakou Waka. Il a récupéré le ballon à l'angle des 22 mètres. Il est passé par son embut, il est passé par le périph', il est passé par toute l'île de France pour aller faire le tour du Racing 92 et inscrire un essai fantastique quasiment entre les poteaux. Le Stade Français refait le break grâce à Peñassi Dakou Waka.
Quel essai exceptionnel, hein, quand même. Quel essai fantastique. Bonsoir, Kefa, auditeur Tarnais. On te retrouve. Comment ça va, Kefa? Ça va et vous? Un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, arrêtons de parler de l'équipe de France. Moi, je vais me mettre à pleurer sinon, Kefa. Parlons, tiens, des grands résultats de cette 16e journée. Castres UBB. Directement, ça va mieux. Ça va mieux directement. Castres UBB. Non mais attends, magnifique victoire, bonifiée avec la manière du CO, hein, des essais. Tiens, je vais me donner les marqueurs d'essais parce que c'est pas tous les jours que le CO marque 41 points. Avec Jack Goudiou, Louis Lebrun, Nathaël Huleux, Jack Goudiou une deuxième fois et enfin Tom Staniforth et Josiah Raisuke. 41 points infligés à l'Union Bordeaux-Bègles. Magnifique week-end pour le Castres Olympique, Kefa. Ah ben, en ce moment, les week-ends se suivent et se ressemblent. On a encore gagné avec la manière et par rapport au week-end dernier face à Toulon, en finissant mieux nos actions. Là, on voit Jacques Goudiou qui marque un doublé, jusqu'à la dernière seconde, Castres qui marque, qu'on tente pas juste de gagner avec le multi offensif, qui a voulu jouer, qui a voulu proposer du jeu. Les gens aiment bien reprocher à Castres que ce soit une équipe pas très engageante, qui ne propose pas un jeu très flamboyant. Ce qui est totalement faux. Cette saison, c'est pas le cas. Hein. Ah oui, non, c'est totalement faux. Hein. Alors là, ceux qui disent ça ne regardent pas le Castres Olympique cette saison, n'écoutent pas Sud Radio Rugby. Je peux pas. On sait qu'il y a l'identité du combat quand même, Julien Thomas à Castres. Mais enfin là, il y a quand même une évolution dans le jeu. C'est terrible, c'est incroyable. Ah ben oui, surtout quand même qu'il y a des prémices et surtout des marqueurs forts, c'est-à-dire ils sont allés gagner à Pau, qui est une équipe qui joue pourtant les Palois et qui ont été totalement dominés par le combat, par le jeu proposé à l'extérieur par les Castrés. À domicile, eh bien, ils gardent leur ADN qu'on connaît très bien. Eh bien, la forteresse, il faut imprenable et par le jeu un peu virulent. Mais cette année, honnêtement, c'est une équipe de Castres qui allie un petit peu tous les registres et ils le font formidablement bien avec ce 41-12. L'éclosion de Louis Lebrun là, parce que c'est vrai que le début de saison on était tous là, Pierre Popelin incroyable, Pierre Popelin toujours très bon, hein, mais à l'arrière, ouais. Parce qu'on fait de la place à Louis Lebrun, qui est un véritable projet, hein, Louis Lebrun. Je veux dire, si tu me dis dans 3 ans Louis Lebrun il porte le CO sur ses épaules, moi je suis pas surpris, hein. Je ne suis absolument pas surpris. Il est en train de prendre de l'épaisseur et notamment en défense en plus. Je trouve que c'est un garçon courageux en plus qui est fin. Hein. Il a beaucoup de qualités, ce Louis Lebrun. Ah bah. Je pense qu'il a été un peu piqué sur ses débuts de saison d'avoir été mis sur le banc avec l'arrivée de Pierre Popelin qui a pris énormément de lumière. La saison dernière, on parlait beaucoup de Louis Lebrun, le successeur d'Ouda Pileta. Là, il revient avec un duo qui marche très bien, Louis Lebrun en 10, Pierre Popelin en 15. Ça apporte énormément d'énergie, énormément de créativité au jeu. Louis Lebrun, même s'il fait parfois quelques erreurs, quelques fautes dans ses décisions, il a envie d'amener du jeu, il a envie de casser la ligne. Il aime bien faire ses petits coups de pied derrière la défense, essayer de créer, et avec tous les Fidjiens qu'il a autour, il se régale. Ah bah c'est vrai que là, franchement, moi c'est une équipe qui me fait régularité au pied par contre. Ouais, face au poteau, c'est pas encore, c'est pas encore fantastique. Non, c'est vrai, je suis d'accord, Quentin, mais. Et après, quand on voit sa longueur au pied, on peut se dire que c'est un problème qui peut régler avec le temps. Oui. C'est un problème de justesse. Ah oui, non, je suis pas inquiet pour lui. Julien Thomas. Oui, tout à fait. Non, le Brun, je pense que c'est une pièce maîtresse qui va grandir, prendre de l'expérience, et notamment dans son jeu offensif que veut prôner maintenant, en plus de son combat, le Castres Olympique. Il est totalement dans le registre du numéro 10. C'est vrai que peut-être après son jeu au pied peut être amélioré, et malgré bien qu'il ait son jeu au pied long, on va dire, d'occupation, mais dans le jeu offensif, c'est que c'est un numéro 10 quand il est dans ce poste, d'attaquer la ligne, de venir mettre les côtelettes un peu devant la défense, d'essayer d'animer autour de lui et de créer les espaces justement par son talent d'aller chercher les défenses. Popelin, lui, eh bien, peut-être ce registre à l'arrière correspond à de laisser Lebrun aussi, qui a été un peu piqué, comme vous disiez, qu'il a dans ce début de saison. Oui, et l'association Arata, hein, qui est incontournable. Hein. Arata, il est incontournable. C'est vrai que lui aussi, il a eu des blessures et tout ça. Et là, maintenant, il est de retour à un très, très bon niveau. Santi Arata. Kefa, un dernier mot pour le match de ce soir. Alors, je sais, c'est 2 clubs que tu détestes. Non, j'en sais rien. Clermont-Toulouse. Tiens, ton pronostic, Kefa. Ah, ça va être un match, je pense, très tendu. Une belle bagarre, mais je vois les Clermontois qui ont absolument besoin de points
pour continuer à jouer le top 6, gagner d'une courte tête. C'est ce que tu imagines ou c'est ce que tu veux? Les deux, je dirais. Parce que si jamais Clermont gagne ce soir, ça va permettre à Castres d'aller jouer un derby à Toulouse sous tension. Sous très grande tension, effectivement. Ça pourrait être exceptionnel. Merci beaucoup Kefa d'avoir été avec nous. Merci tu es au rayon des auditeurs qu'on adore sur Sud Radio évidemment, qui aiment le rugby, qui parlent rugby, qui parlent vrai. Ouais, ça c'est Quentin. Quentin, il est en train de nous faire une mafia tarnaise. Écoute, non mais tu sais quoi, j'ai aucun problème. Le Tarn est un immense. Attends, tu sais quoi, enregistre. Le Tarn est un immense département de rugby. Immense département de rugby. On aime beaucoup quand tu dis ça. Ouais. Tu sais qu'il a des maillots d'Albi chez lui, hein, Alexandre. Grand fan. Mais attends, dévasté de la non-montée face à Rouen. Ouais. J'en ai connu qui ont plus souffert. Des certains Xavier, ils en sont toujours parmi. Bien fait. Ça dépend de certains. Merci en tout cas. Non mais attends, je dis pas bien fait pour eux. Attends, les pauvres, hein, ils auraient probablement mérité ce jour-là. Après, depuis, ça fait quoi, 5-6 ans. Rouen se débrouille pas mal. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Albi, le projet ne fonctionne pas pour le moment. En tout cas, pour aller à l'étage au-dessus. Ouais. Mais bon, au final, est-ce que c'est pas la place d'Albi actuellement, hein, je dis bien actuellement, c'est probablement le cas. On peut être triste sur le match, mais quand on n'y arrive pas derrière et qu'on finit toujours à perdre en demi-finale, finalement, c'est logique, quoi. Il y a peut-être un fond de vérité, effectivement. Merci en tout cas, Kefa, d'avoir été avec nous. Vive le Tarn, vive le rugby tarnais. Et dans un instant, on prend la direction du Puy-de-Dôme avec Julien Thomas et Julien Vert, les deux Juliens, pour se régaler jusqu'à 23h.